Je remplacerai peut-être des collègues de temps en temps, comme je vous le disais. Donc Marc Lorraine, Sophie Netter, Vincent Scarcelli et Amadou Touré. Donc, l'organisation est un peu particulière. Je vous en avais touché 2 mots, puis vous avez dû en entendre parler dans d'autres UE. En L2 et en L3, les cours magistraux s'effectuent tous en distanciel. L'idée, c'est toujours de privilégier les L1 qui arrivent à l'université pour qu'ils comprennent un peu comment ça se passe et pour qu'ils soient un petit peu moins perdus. Vous avez malheureusement aussi subi un peu ça l'année dernière, enfin, cette histoire de Covid. Bon, voilà, on espère que ça ne vous a pas trop affecté. On sait bien que ça vous a affecté, comme ça nous a affecté. Voilà, c'est compliqué. J'y reviendrai après. Donc pour les TD, il y a un cycle sur 3 semaines. La première semaine, c'est du distanciel pour tout le monde, donc c'est la semaine prochaine, à partir de lundi. La semaine suivante, ce sera le groupe A en présentiel et le groupe B en distanciel pour chacun des groupes de TD. Chaque fois, vous êtes découpé en demi-groupes, A et B. La semaine 3, le contraire. Et après, on recommence un cycle. Semaine 4, tout le monde en distanciel. Puis, il y a un bug dans le fichier là, d'ailleurs. Je n'avais pas remarqué, ils se sont trompés, ils ont mis groupe B, groupe A, groupe B, groupe A. Ce sera évidemment groupe A, groupe B, puis groupe B, groupe A. Je vais essayer de vous corriger ça. Quand vous êtes en demi-groupe en présentiel et l'autre demi-groupe en distanciel, on va essayer dans cette UE de faire du comodal. Alors, qu'est-ce que c'est que le comodal? Alors là, je vous ai mis les semaines auxquelles ça correspondait par rapport à vos semaines de cours. Donc, 8 février, 15 février, 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, et après, etc., jusqu'à la semaine du 10 mai, qui est la dernière semaine de TD. Évidemment, quand il n'y a pas de... Quand c'est les vacances, on ne compte pas. À quoi ressemble une semaine où il y a du comodal? Donc, vous avez votre enseignant, en l'occurrence une enseignante, qui va vous faire le TD pour le demi-groupe qui est en présentiel et qui va utiliser une tablette, son téléphone comme caméra, enfin on va bricoler, et de manière à ce que ceux qui sont en distanciel puissent suivre comme s'ils étaient présents. Donc c'est l'objectif. Ouais, vous avez bien vu, Kevin, il y avait une erreur sur la semaine 5-6. Enfin, sur la semaine 5 en l'occurrence. Alors, on récupère, en fait, il devrait y avoir que 1, 2, 3 et après on répète. Voilà, vous n'êtes pas en autonomie tout seul, non. Non, on ne va pas vous laisser en autonomie. On a essayé au semestre dernier et c'était une catastrophe. Donc, on va essayer de ne pas vous laisser en autonomie. Vous confirmez, ouais. Non, mais je comprends. Je comprends que ce soit difficile de se motiver. Et en plus, le cours en distanciel, c'est hyper fatigant par rapport à des cours en présentiel. Vous n'avez pas un prof sur le dos en train de vous dire qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone portable? Pose ton téléphone portable. Voilà. Donc, si le téléphone sonne, si au bout d'un moment vous décrochez ou vous dites oui, bah, je peux faire mon coup, suivre le cours et en même temps écouter un truc à la radio et bouquiner un livre, forcément derrière il y a des. Ça se passe pas bien. Ça dépend du chargé de télé, mais ça c'est comme en vrai. C'est toujours compliqué. C'est vrai que plus. Voilà. Il y a des gens qui sont très monocordes, il y a des gens qui sont un peu moins. Bon, voilà. Et puis c'est fatigant, quoi. Enfin, faire 6 heures à être concentré sur un écran, c'est épuisant. Donc on comprend que ce soit très fatigant. Et notre but, ça va être de faire en sorte que ce soit le plus intéressant possible pour vous, le plus dynamique et que vous réussissiez le mieux possible parce que voilà, nous on veut que vous ayez un diplôme qui vaut quelque chose. Ouais, même quand on est dans notre lit à 8 heures, parce que c'est 8 heures, c'est pas professionnel. Je suis d'accord avec vous, mais moi, si vous êtes dans votre lit à 8 heures, concentré et que vous écoutez, tant que je vous vois pas en pyjama, ça me va. Après, je suis d'accord avec vous, ça peut être plus ou moins facile. La semaine où c'est du distanciel, comme vous le voyez ici, bah, vous serez tous en distanciel. Okay. Donc, ça sera un TD qui ressemblera à ce qu'on fait là en cours. Donc, c'est forcément pas terrible au niveau pédagogique, c'est forcément moins bien. Vous aurez compris, l'objectif du cours, c'est vous donner des connaissances, mais ce qui est le plus important, c'est quand même la compétence que vous développez derrière, qui est l'application de ces connaissances pour un raisonnement, pour gérer une problématique. Enfin, c'est des choses que vous allez pouvoir retranscrire dans votre vraie vie, dans votre vie professionnelle ou personnelle, indépendamment du monde de la génétique. Je veux dire, la capacité de rédiger, la capacité d'expliquer quelque chose, la capacité... voilà.
c'est quelque chose qui est vraiment important dans la vraie vie et c'est transdisciplinaire, j'ai envie de dire. Oui, je suis d'accord que celui qui est dans ceux qui se prend la tête dans le demi-groupe B, bah ouais, on sait qu'il existe, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, il existe, hein. Malheureusement, il se prend la tête. Donc voilà, les petites particularités que je vous ai mis là pour que vous en soyez informés, évidemment, ça va apparaître dans votre planning. Pour pouvoir assurer le programme, on va dédoubler la semaine du 3 mai, où on a des créneaux qui sont mixtes, 406 non, 406 et 440, je crois, ou 423. Ça va être 423. Euh, ouais, c'est ça, merci Zoé. Nous, on n'utilisera qu'une seule semaine, la semaine du 3 mai. On fera un TD d'anal dessus, a priori, si on tient le rythme. Il va falloir aussi rattraper le lundi de Pâques pour ceux qui ont TD le lundi. Donc, ils rattraperont le jeudi 8 avril, donc juste après le lundi de Pâques. Ils auront leurs enseignants qui leur font donc l'enseignement comme sur le programme prévu pour la semaine du 14 mai. Donc ça doit être, je crois que c'est un modèle type semaine 6, il me semble, mais on le retrouve, si on revient là, paf, la semaine du 10 mai, pardon, c'est bien semaine 6. C'est-à-dire que ce sera le groupe B qui sera en présentiel. Pour anticiper et rattraper le pont du 14 mai, les TD se feront, parce qu'on sait qu'il y aura le pont du 14 mai, le 13 étant férié, étant un jeudi. Est-ce que ce poly-là est sur Moodle? Oui, ça c'est tout ça ce que je suis en train de vous raconter. Ces diapos-là, elles sont sur Moodle dans un fichier qui doit s'appeler Organisation BI 406. Je l'ai séparé du cours, comme ça vous pourrez le retrouver facilement si vous le recherchez. Donc, pour anticiper et rattraper le pont du 14 mai, vous aurez TD sur le créneau de cours du lundi et du jeudi. Alors, le jeudi qui précède et le lundi qui précède, je ne dis pas de bêtises. Et vous avez marqué donc à 11h pour le groupe DSCB et le groupe 1 de sciences de la vie. Et pour les groupes 5 et 2 de sciences de la vie, ce sera le jeudi à 11h aussi. Toujours selon, j'ai dû me planter, le mode d'enseignement de la semaine concernée. Donc, je me suis planté sur le rattrapage du lundi de Pâques. Donc, je modifierai aussi, excusez-moi. Un copier-coller malheureux. Et puis enfin, on aura une session distancielle qui sera la 14e session de TD, où vous serez groupés par trois groupes de TD avec un enseignant chacun. Ça sera pour tout le monde sur le créneau de cours à 11h le lundi 3 mai. Et là encore, ce sera un sujet d'anal pour vous préparer au dernier contrôle continu. Le jeudi matin, il y a les CM et l'après-midi, il y a culture générale. Ouais, ça doit être ça. Ok, donc ça, vous l'avez, voilà. Comment éviter le décrochage? Eh ben, on n'a pas de solution miracle, mais on a un petit peu l'expérience des 2 derniers semestres. On a essayé plein de choses qu'on trouve qui n'ont pas bien marché, donc on va essayer de ne pas faire la même chose. Donc, on est toujours dans l'expérimentation. En tout cas, ce qui est clé, c'est le dialogue enseignant-étudiant. Et ce qu'on va essayer de mettre en place au niveau du département en général, c'est d'avoir un délégué, c'est-à-dire un étudiant élu pour chaque groupe de TD qui va pouvoir nous rapporter au nom de son groupe. Comme ça, c'est pas obligé d'être anonyme. Voilà. C'est-à-dire vous faites remonter et puis vous discutez entre vous. Les difficultés que certains rencontrent. S'il y a quelqu'un qui rencontre des difficultés particulières, c'est génial, vous en avez lu, c'est génial. S'il y en a qui rencontrent des difficultés, il y a des services d'aide. Si vous avez des difficultés pour vous connecter, dans la plupart des villes maintenant, il y a des zones où vous pouvez aller vous connecter pour faire du télétravail. Vous pouvez vous organiser entre vous pour vous retrouver, puisqu'il n'y a plus de confinement. C'est normal que vous ayez 2 créneaux de TD par semaine en BI 406 sur emploi du temps. Normalement, vous n'en avez qu'un, sauf celui qui sera utilisé en plus la semaine du 3 mai, qui est partagé avec le 423. Donc normalement, vous devriez en avoir qu'un.
Excusez-moi, monsieur. Ouais, je vous écoute. J'ai pas compris par rapport, justement, au 4000, je crois, avec Pourquoi? avec le cours de BI 423. 423. Oui, j'ai pas Ouais. compris comment ça va se passer. Alors en fait, on se partage ce créneau parce que nous, on a 14 TD, il n'y a que 12 semaines. Donc l'administration nous a doublé les créneaux. On n'utilise qu'un seul des créneaux et l'autre créneau, il est partagé avec le 423 qui a aussi plus que 12 TD. Juste une seule fois. Alors le 423, ils vont vous prendre plusieurs fois, mais c'est eux qui gèrent l'organisation. Là, Ok. je ne peux pas vous dire. Ok. Okay. Nous, Et on si on utilisera a, ce créneau-là pour la génétique que la semaine du 3 mai, c'est tout. et si on n'a pas, par exemple, le 423, du coup, on aura 406 à chaque fois. Non, alors j'ai pas bien compris. Oui, Si, vous avez un créneau par semaine de 406 dans les oui, semaines normales. OK. Le créneau qui est partagé 406-423, si ce n'est pas la semaine du 3 mai et que vous n'avez pas 423, vous n'avez rien. d'accord. Okay. Donc il faut que vous voyez avec le 423 quelles sont les semaines qu'ils vont utiliser. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors ça, oui, d'accord. Le TP2 406, groupe 1B, n'a pas de date. Ça, c'est embêtant. Donc, je vais le noter. Hop. Je vais le noter tout de suite et je vais faire suivre à l'administration. Comme ça. Hop. Donc, groupe 1B en SV, c'est ça? Orlan? Ok. Très bien. Eh ben, je vois on va essayer de régler tous les problèmes aujourd'hui. Oui, je parlais des TD, Marwan. Les cours, il y aura cours. Je vous ai mis le planning la semaine dernière dans le cours, dans le poly de cours. Tous les lundis et les jeudis jusqu'au, je ne sais plus quand, après le 1er avril, jusqu'au début mai. Normalement, c'est 8 heures, il n'y a pas de TD à 9 heures. Pour les CM, c'est normal qu'on a. Oui, c'est normal d'avoir deux créneaux de cours, vous avez 12 semaines et 17 cours. Donc ça ne tient pas. Et en plus, on utilisera des créneaux de cours sur la fin du semestre pour caler les rattrapages des jours fériés et des ponts. Alors, je reviens à nos moutons. Donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer et faire des réunions éventuellement en petit comité pour régler les problèmes. Si, encore une fois, il y en a qui rencontrent des difficultés particulières, il y a des systèmes d'aide qui existent. Il ne faut pas vous laisser plonger, il ne faut pas rester isolé. Vous avez des aides au niveau de votre commune probablement. Vous avez des possibilités qui doivent exister. Si vous n'avez pas d'ordinateur, la fac, elle en propose. Je sais que l'année dernière, au premier semestre, ça a été proposé au L3 et sur toutes les L3, il y a eu une demande qui n'était même pas en biologie. Donc voilà, c'est quand même problématique. Si vous n'avez pas Internet, c'est plus un problème. Maintenant, encore une fois, il y a des espaces de travail qui existent dans les communes et il y a la possibilité de réserver à la bibliothèque de l'université aussi. Donc il doit y avoir cette possibilité-là pour vous aussi. Il faut réserver en ligne. Si vous rencontrez des difficultés, vous revenez vers nous, les équipes enseignantes en général, votre responsable de licence, enfin voilà. Et si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui va pas bien et qui a besoin d'aide, vous pouvez aussi nous alerter et on prendra contact avec la personne. Voilà. On est dans un pays où il y a une devise en 3 mots, hein, et je crois qu'il y a fraternité dedans. Donc on va essayer de faire appel à ce dernier mot. Pour la fraternité, ça va être important. Pour les visioconférences avec caméra, c'est pour les élèves aussi. Alors, ce n'est pas une obligation. Déjà, on ne peut pas vous obliger à le faire. Je ne vais pas venir chez vous pour appuyer sur le bouton. C'est pour que ce soit... Voilà. Il y a des collègues qui trouvent que c'est important qu'on vous voit aussi. Moi, je sais qu'avec 250 personnes ou 215 là connectées, je vais avoir du mal à regarder tous les visages. Donc, je ne suis pas sûr de l'intérêt. Surtout que je vois que vous participez. Donc, le problème, c'est qu'on ne voit pas ceux qui ne participent pas. C'est toujours le même problème. Les invisibles, comme on dit.
Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous en passant par vos délégués, puisque vous en avez maintenant, pour qu'on essaye de trouver des solutions. Donc pour l'assiduité et l'attention, on a prévu de vous faire des petits sondages pendant les cours qui ne seront pas notés. Donc je devais en faire là pour aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps. Mais des petits sondages sur ce qu'on vient de raconter. Ce qui nous permettra de voir combien il y en a qui répondent. Donc, est-ce que vous êtes vraiment là ou pas? Est-ce que vous êtes vraiment concentré? Et puis, est-ce que vous avez compris le message aussi qui était demandé, enfin, le message qui était passé normalement dans le cours? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé? Donc, ce sera dans le flow du cours grâce à Zoom. Pour les problèmes de planning de TP, vous pouvez contacter Florence Armand, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez le message d'Oriane. Oriane, elle partage, c'est super sympa. Voilà. Merci de ne pas mettre les trucs en ligne non plus, que ça diffuse partout, parce que ce n'est pas le but. Vous pouvez le garder entre vous, puis voilà, c'est très bien. Donc, visioconférence avec caméra pour permettre les échanges, ça va surtout être important, je trouve, en TD. Et donc, nous, on n'enregistrera pas, mais si vous enregistrez, vous partagez, c'est votre problème. Voilà. En plus, moi, personnellement, je préfère parce que ça m'évite de gérer les trucs, d'aller éditer la vidéo où j'ai fait voilà, où je me trouve pas terrible et où j'ai envie de couper. Et puis, ça m'évite après d'avoir à copier et coller les liens parce que s'il faut que je fasse ça pour tous mes cours, je perds des heures et j'ai un peu d'autres trucs à faire dans le boulot. Donc, les TD en commodage, je vous l'ai dit, il n'y aura pas de corrigés qui seront donnés en ligne. On a fait ça en partie l'année dernière et au premier semestre. Et le résultat, c'est que je pense que les étudiants ont accumulé les cours à revisionner qui avaient été enregistrés, les TD à revoir. Et en fait, et à la fin, ça fait une masse de travail qui est énorme. Et si vous ne travaillez pas au fur et à mesure, vous êtes planté. Donc le fait que vous enregistriez, je pense qu'il faut l'utiliser si vous avez un bug. Si vous posez des questions, discutez-en entre vous. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant. Celui qui expliquera, il se rend compte de ce qu'il a bien compris, de ce qu'il n'a pas bien compris. Vous voyez bien comment ça se passe quand on est en présentiel. Les échanges entre étudiants, c'est hyper important. Et donc, on va vous faire ces petits contrôles réguliers dont je vous avais parlé. Donc, 10 minutes au début des cours magistraux. Je vous ai mis là les dates. Donc, le 1er, le 11, le 15, le 25 mars, le 1er avril et le 12 avril. Donc, ça vous forcera à être ponctuel à 11h. C'est pas non plus hyper tôt. Et l'ensemble de ces notes, ça constituera une de vos 3 notes de CC. Et a priori, on part sur l'idée que ça soit un tiers de votre note finale, donc que chaque CC soit équivalent. Les autres CC, ils sont prévus en présentiel. Le 27 mars, c'est un samedi, parce que malheureusement, on n'a pas le droit de prendre en semaine. Donc, je sais que c'est embêtant pour tous ceux qui travaillent le samedi. Donc, je suis désolé. Et le jeudi 20 mai. Où là, on est dans la semaine qui est prévue pour les contrôles continus, où là, on nous autorise a priori à faire les contrôles. J'espère qu'on aura les amphis. Encore une fois, s'il y en a qui rencontrent des problèmes, notamment de connexion, il faut qu'ils se manifestent avant ces petits contrôles pour qu'on leur transmette, nous, par mail, un sujet, et on leur enverra à 11h pile, je leur enverrai à 11h pile, et ils me les renverront à 11h10, de manière à ce qu'ils aient eu 10 minutes. Et du coup, puisqu'il y a eu le sondage et que j'ai eu... alors j'ai regardé hier quand il y avait 123, là j'ai vu il y a 140 et quelques réponses, j'ai été revoir aussi. J'ai quelque chose comme 70 personnes pour le jeudi et 61 pour le lundi et 25 qui sont sans préférence. Donc j'en conclus que c'est moite-moite à peu près. Donc j'en ai mis 3 le jeudi, 3 le lundi. Comme ça, c'est équilibré. Voilà, de manière à ce que tout le monde soit à peu près dans les mêmes conditions et voilà, pas trop embêté, en essayant de vous embêter le moins possible, quoi. Si vous avez des solutions, des choses que vous voyez dans d'autres cours et que vous trouvez géniales, voilà, ça c'est super, c'est vachement efficace, hein. N'hésitez pas, via vos délégués, à revenir vers nous et à ce qu'on échange là-dessus de la faisabilité, parce que après tous les enseignements ne se prêtent pas forcément à toutes les approches, mais si on peut
dans le temps qu'on peut consacrer à l'enseignement, faire des choses plus intelligentes et plus efficaces pour vous, eh ben on est partant. Hein. Nous, notre but, c'est que vous réussissiez. Moi, mon bonheur, c'est quand je mets une bonne note à une copie. Hein. Donc, j'aime pas corriger. Donc voilà, donc notre objectif, c'est que vous ayez des compétences et un diplôme qui vaille quelque chose et que vous sortiez de cette année en vous disant j'ai appris des trucs. Vous en rendrez peut-être pas compte, mais vous allez voir la difficulté monter au fur et à mesure de vos études et surtout quand vous arriverez à la fin de vos études et que vous verrez les sujets des premières années, vous direz ah ouais, on a quand même bien progressé, normalement. Voilà, la somme la moyenne des CC en ligne, ce sera votre CC1. Et donc, ces CC en ligne, on a prévu de vous mettre à peu près 7 questions en 10 minutes. 7 QCM en 10 minutes. Voilà. Les CC en début de cours, ce sera sur les TD et les CM, tout à fait. Donc, vous aurez fait le TD et puis vous aurez fait le CM. Donc, si vous regardez, ça devrait vous aider. Ok? Allez, on va passer aux choses sérieuses parce que il n'y a qu'un truc de bien dans la vie quand même, c'est la génétique. Enfin, pas que, mais c'est quand même un truc important. Comme on dit, quand il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir. Blague de généticien à 2 balles. Voilà le plan du cours. On va parler des modèles génétiques unicellulaires, de l'induction de mutants, des gains de fonctions phénotypiques, des cribles négatifs pour les pertes de fonctions phénotypiques, de l'enrichissement mutant, des mutants indépendants, et puis après du choix du milieu en fonction du type de mutant qu'on a, des milieux de culture, parce que là je m'intéresse à des modèles génétiques unicellulaires pour ce premier cours. Les QCM seront en ligne, ouais, tout à fait. Et sauf ceux qui ont du mal à se connecter, encore une fois. Oui, en fait, ce que vous aurez au programme du 11 mars, c'est ce qui aura été fait la semaine d'avant et c'est un jeudi. Et ce que vous aurez le lundi 15 mars, donc qui est 4 jours après, ce sera ce qui aura été fait à partir du lundi d'avant. Donc il y a un peu un décalage, c'est tout. Voilà. C'est à partir du moment où on veut faire des lundis et des jeudis toutes les semaines, forcément, de temps en temps, c'est proche. Alors, vous allez avoir votre premier TD où vous allez faire un QCM qui sera corrigé avec vos enseignants. Et encore une fois, les questions que vous allez avoir dans ces QCM qui serviront de note de CC1, donc celui que vous faites là la semaine prochaine, il n'est évidemment pas noté, mais ceux qui viendront après sur les créneaux de cours, ils seront notés, et on pourra en discuter. Et notre objectif, c'est d'incrémenter la base, c'est-à-dire qu'on rajoutera des nouvelles questions chaque fois, mais vous aurez toujours des anciennes questions et ça sera tiré au hasard. Ce qui fait que vous aurez des vieilles questions qui réapparaîtront de temps en temps, de manière à ce que vous vous souveniez de ce que vous avez appris au début du semestre. Donc plus ça va, plus ça devrait être facile. Normalement, vous devriez avoir une bonne note à ça. Alors, vous êtes en distanciel, vous avez votre support de cours, votre support de TD, et vous avez des questions, 7 questions. C'est pas très... Voilà, notre objectif, c'est pas de vous planter. Hein. Les petits CC, alors, en TD, vous en faites un au premier TD qui est un entraînement et qui est pour vous préciser ce qu'on attend et puis pour vous montrer la rigueur du vocabulaire et fixer les premières notions. Après, vous n'en aurez que en cours magistral, au début du cours. Mais je vous ferai des petits sondages en cours d'enseignement pour voir si vous suivez. Voilà. C'est clair ? Vous avez les créneaux, ouais, c'est en mars. Ça commence pas avant mars parce qu'il faut que vous ayez quand même fait une partie des TD. Vu que la semaine prochaine, vous ne faites que ce TD-là où il n'y a rien de très particulier. La semaine du 15 février, vous allez faire le premier TD. Et après, vous êtes en vacances une semaine. Donc, on attaquera juste après les vacances. Ok, c'est clair, c'est cool. Donc, monsieur, j'avais juste une petite question avant de commencer. Je vous écoute. Pardon. Pour les changements d'emploi, les changements, tous les échanges et tout, ça sera indiqué sur l'emploi du temps sur Moodle ou pas? Ce que j'ai mis sur la première dia là, au début? Oui. Ouais, tout ça, ça sera normalement indiqué sur Moodle. Alors pour l'instant, l'administration, ils sont un peu sous l'eau, les pauvres. Vous avez une personne qui gère l'emploi du temps pour toutes les licences. Et comme tout a changé le 26, le 26 janvier, je crois. Vendredi, il y a 10 jours. 2 semaines bientôt, ils ont dû tout refaire, tout repenser. Avant, ils avaient supprimé
créneaux qui étaient sur les dernières heures de cours parce qu'il y avait le couvre-feu à 18h. Enfin, ils n'en peuvent plus, les pauvres. Et donc voilà, donc ils sont un peu à la bourre pour ces changements-là, mais comme c'est dans longtemps, il n'y a pas de souci. Puis sinon, on vous en reparlera d'ici là si ça n'a pas été indiqué, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. Alors, ça c'est une nouvelle diapo, donc j'ai laissé un petit bug. Vous pouvez remarquer, j'ai oublié de mettre Escherichia coli et Saccharomyces cerevisiae en italique, ça devrait être en italique, donc je vous modifierai ça aussi. Donc, Escherichia coli, vous connaissez probablement, une bactérie, une entérobactérie qu'on retrouve donc dans les selles, dans l'intestin. Et Saccharomyces cerevisiae, qui est donc une levure que vous connaissez aussi très bien, hein, si vous aimez le pain et la bière, normalement, vous avez l'habitude. Et puis, on va parler de culture et de titre, c'est-à-dire des déterminations de la concentration. Alors, Escherichia coli, c'est donc une entérobactérie à gram négatif, qui représente 80% de notre flore intestinale aérobie, c'est-à-dire qui a besoin d'oxygène, qui a été découverte au 19e siècle, qui a une croissance optimale à 37 degrés, c'est logique, c'est la température dans vos intestins, et qui double en 20 à 30 minutes. Son génome a été séquencé en 97, et regardez bien, c'est ça qui est intéressant ici, ce qui a été séquencé, c'est un génome circulaire de 4,6 millions de paires de bases, qui code environ 4200 protéines. Et puis, il y a deux autres séquences. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro qui est toujours ouvert, c'est Ilias, je pense. Ilias Iken. Voilà. Il y a d'autres souches qui ont été séquencées par la suite, notamment une souche qui était responsable d'une entérohémorragie, donc une hémorragie au niveau du système digestif. Et cette souche, elle a 5,5 millions de paires de bases et elle code environ, son génome code environ 5400 protéines. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Et il y a une autre souche qui a été isolée après, dans une infection urinaire, puisque c'est une bactérie qui est responsable d'infections urinaires de manière assez fréquente. Et vous voyez qu'on a encore un peu de variabilité. Et quand on compare ces différentes souches, on s'aperçoit qu'elles ont seulement 40% de gènes en commun. Donc la notion d'espèce qu'on a chez les mammifères et notamment avec l'homme, où on se dit, bah voilà, tous les individus sont très très proches, ils ont une faible variabilité entre eux, etc. Bah, vous voyez que ce n'est pas du tout vrai chez les bactéries. Donc juste pour illustrer ce petit détail. Alors, Massina, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je répète, Massina? Alors non, l'espèce, c'est Escherichia coli. Une souche, c'est ce qu'on a prélevé à un moment. Donc on a prélevé dans des selles la première bactérie, qui sortait donc d'un intestin normal, pas quelqu'un qui était malade. On en a récupéré une autre de quelqu'un qui avait une gastro-entérite très forte avec des saignements. Et puis une autre chez quelqu'un qui avait une infection urinaire. Et quand on compare ces différents génomes de bactéries, on s'aperçoit qu'ils sont très variables, qu'il n'y a que 40% de gènes en commun. Donc contrairement, oui, il y a un seul chromosome, un chromosome circulaire. Après, on peut avoir des plasmides aussi, hein, mais là, c'est pas la question. Donc voilà. Ça, ce que vous voyez, c'est sa réplication. Vous voyez qu'elle, elle se reproduit. Hein, elle va se diviser, elle va multiplier son ADN, et puis il va y avoir deux cellules qui vont être formées à partir d'une. On verra sur les 3 derniers cours de la génétique bactérienne, on verra un peu les particularités. Donc je ne vais pas beaucoup vous parler de génétique bactérienne pour le moment. Par contre, je vais beaucoup plus vous parler de Saccharomyces cerevisiae, donc qui est une levure bourgeonnante. Vous voyez ici en microscopie électronique. On voit même les traces ici des anciennes divisions. Ça laisse une cicatrice qui est là. Elle a un cycle un peu particulier parce que c'est un organisme qui est haplodiplobiontique. Ça veut dire qu'elle a un cycle de mitose haploïde et diploïde. Nous, on est des diplobiontiques. On se reproduit. On a un cycle de vie où on est diploïde. On n'a que les gamètes qui sont haploïdes. Mais là, cette levure, elle peut avoir un cycle de vie haploïde et elle peut avoir un cycle de vie
diploïde. Ces types sexuels sont les types MAT-A et MAT-alpha, MAT, MAT-alpha. Vous le verrez écrit régulièrement, mais là, donc. MAT A. Donc là, c'est le cycle MAT A, et là, c'est MAT alpha. C'est juste un locus qui change et qui va changer le type sexuel. Et une levure MAT A peut fusionner avec une levure MAT alpha pour donner un diploïde. Okay. Donc elle peut avoir un cycle haploïde ou un cycle diploïde. Et pour reformer des cellules haploïdes, on va avoir une méiose qui, à partir de cette cellule diploïde, va reformer deux spores. Alors, les spores, ça s'écrit S-P-O-R-E. Donc, deux spores, deux alpha et deux spores MAT-A. Okay. On le voit ici dans ce qu'on appelle une asque. Ça, c'est l'asque. Si vous vous souvenez, vous avez déjà dû voir ça en biologie lorsque vous étiez au lycée, j'imagine. Donc, vous avez la méiose. La méiose, elle est là. Il est bien ce schéma, en fait, il manque de légende. Et vous voyez qu'il y a des numéros de diapo, d'ailleurs, si vous voulez prendre des notes. Votre méiose, elle produit donc 4 spores qui sont dans une asque, 2A et 2 alpha. Ok, ça va pour tout le monde. Sa croissance, elle est optimale à 32 degrés. C'est plus bas que Escherichia coli. Et sa division, elle prend 2 heures, contre 20 à 30 minutes pour Escherichia coli. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus lent. L'asque, c'est ce qui contient les 4 spores. Okay, le produit de la méiose. Il y a 16 chromosomes chez cet organisme qui contiennent 6572 gènes pour 13 millions de paires de bases. Donc, c'est grosso modo 3 fois le génome d'Escherichia coli. Et c'est un tout petit peu plus, c'est 20% de plus de gènes. C'est le premier eucaryote dont le génome a été séquencé, c'était en 1996. Donc, je pense que vous n'étiez pas né, vous qui êtes des tout petits. Donc, MAT-A et MAT-alpha, encore une fois, c'est le type sexuel. Donc, nous, on a homme-femme, ou mâle-femelle pour les mammifères en général. Pour cette levure, c'est MAT-A, MAT-alpha. Il n'y a pas la notion mâle-femelle. Mais c'est les deux types sexuels. Il y a des champignons qui existent, qui ont plusieurs centaines ou milliers de types sexuels différents. En fait, c'est des incompatibilités, ces types sexuels. Des incompatibilités à faire un diploïde. C'est-à-dire un MAT-A ne peut pas faire un diploïde avec un MAT-A. Il doit rencontrer un MAT-alpha pour faire un diploïde. De la même manière que nous, on ne peut pas faire un enfant avec quelqu'un du même sexe, a priori. Okay. Donc, haplodiplobiontique, ça veut dire que la levure, elle est capable de faire un cycle haploïde, elle est capable de se multiplier à l'état haploïde, et elle est capable de se multiplier à l'état diploïde. Elle est capable de faire les deux. Alors que nous, on a un cycle de vie où on est diploïde à part l'étape des gamètes, donc on est diplobiontique. Et un organisme qui serait haplobiontique, il n'aurait un cycle de vie qu'au stade haploïde, il ferait juste un diploïde qui ferait immédiatement une méiose derrière pour se reproduire de manière sexuée. Alors, les produits de la méiose, ce sont les spores MAT-A et MAT-alpha qui sont contenus dans une asque. Alors, c'est une spore aussi, hein, c'est pas un spore comme le football, c'est une spore, je vous précise. Et voilà. Donc là, on n'a pas de procréation. Enfin, on a les deux en fait, je vous dis une bêtise. Là, on a de la procréation. Là, on en a aussi. Mais le fait qu'une spore MAT-A peut fusionner avec une spore MAT-alpha pour donner un diploïde qui va pouvoir derrière faire une méiose, on recrée de la reproduction sexuée. Et du coup, on a
grâce à ça, un brassage génétique qui va être responsable d'une procréation. Okay, donc on a de la reproduction ici, on a de la reproduction là, on a de la reproduction là, mais ce cycle avec la fusion et la méiose nous fait de la procréation. Ouais, elle peut se multiplier au stade haploïde et au stade diploïde, elle peut faire les deux. Et elle va passer du stade diploïde au stade haploïde quand on va lui faire une carence nutritive. Okay, donc si vous faites une carence, il n'y a pas assez d'azote, elle va avoir tendance à faire une méiose et à produire ses spores. Ce qui va permettre de remanier, de créer de la diversité génétique. Alors, la diversité, c'est une richesse qui permet la survie dans les conditions difficiles de l'espèce. Ce qui semble relativement évident. Oui, je vous écoute. J'ai pas très bien compris. C'est quoi la différence entre le schéma au niveau 3 et le schéma au niveau 1 dans la phase A? Alors, dans le stade ici, qu'est-ce qu'on a? Le 1 ici, le 1 là ou le 1 là, ce sont des mitoses, tout simplement. Donc la cellule se divise et donne deux cellules identiques. Okay. Ici, ce qu'on a au stade 3, c'est une méiose. Donc une cellule qui est diploïde va donner 4 cellules qui sont haploïdes. Ok, merci. Okay, qui sont les spores équivalentes à ce qu'on retrouve dans les cycles qui sont les deux cycles qui sont à gauche. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie, c'était une bonne question. Alors, je vous ai parlé de souches. On va parler aussi de race pure. Une souche ou une race pure, c'est un groupe d'individus qui sont génétiquement identiques, sans variation au cours des générations, et dont les gamètes sont tous identiques. Évidemment, si vous faites lire ça à Adolf Hitler, bon, ça fait un bout de temps qu'il ne lit plus grand-chose, il ferait la tronche. Parce qu'évidemment, ça ne peut pas exister chez l'homme. C'est pas possible. Je dis Adolf Hitler, mais j'aurais pu citer d'autres personnes vivantes. Cette notion-là, elle n'a pas de sens chez l'homme. La notion de race n'a d'ailleurs pas de sens chez l'homme, mais elle a un sens chez les espèces domestiquées, puisque chez les espèces domestiquées, on va appliquer une pression de sélection avec la sélection des individus qui ont des critères qui ont été prédéfinis, et on va croiser ces individus entre eux pendant plusieurs générations. Pour faire une souche pure en laboratoire, on va croiser pendant au moins 7 générations, voire on peut aller jusqu'à 10 générations, des individus qui sont frères-sœurs. De manière à augmenter l'homozygosie sur tous les sites du génome. C'est ça l'objectif, de manière à ce que tous les gamètes soient identiques autant que possible. Voilà. Donc, vous imaginez que, évidemment, le produit de ces croisements-là, cette souche pure, ça ne ressemble pas à ce qui existe dans la nature. Et heureusement pour ce qu'il y a dans la nature, parce que sinon ce ne serait pas très viable. Ça veut dire que si un individu est sensible à un virus, tous les individus de la souche ou de la race sont sensibles. Mais évidemment, c'est de la consanguinité. C'est l'objectif, c'est de rendre ces individus consanguins, avec un fort taux de consanguinité, de manière à rendre les choses très reproductibles d'une expérience à l'autre. C'est le gros problème en médecine. En médecine, vous avez des individus qui sont différents les uns des autres. Donc, quand vous testez un médicament, ça marche sur Jennifer et Mélanie, mais ça ne marche pas chez Marie-Charlotte et Solène. M0, j'y viens. Ok, donc ça, c'est pour cette notion de souche ou de race pure. On aura l'occasion un jour de discuter de la notion de race, notamment dans l'espèce humaine. Je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas tellement de sens. Voilà. Je trouve que c'est une notion qui est importante. Hein. Ces cours, ils sont là aussi pour former des citoyens. Ok. Donc, évidemment, cette notion de souche pure ou de race pure, on va l'utiliser, nous, dans nos cours et nos TD, parce qu'en laboratoire, on essaie de travailler sur des souches comme ça, autant que possible, de manière à ce que les résultats soient reproductibles, ce qui induit quand même des biais. C'est-à-dire que si on regarde certaines expériences, elles fonctionnent dans le fond génétique de tel type de souris, et si on reprend des souris de la même espèce, mais qui ont un autre fond génétique, les Black 6 par exemple, on s'aperçoit que ça ne marche plus.
Ce qui veut dire que ces souris, elles ne se comportent pas pareil en fonction pour une même expérience, elles ne se comportent pas de la même manière. Ce qui permet de relativiser un peu les résultats qu'on observe de temps en temps. Donc ça, c'est pour vous expliciter le fait qu'il y a des biais qui sont introduits par cette méthodologie, mais ça permet de reproduire les choses et d'essayer de comprendre des mécanismes. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on fait en laboratoire, c'est toujours la base d'un travail qui va aboutir à des résultats applicables, mais c'est rarement un résultat applicable directement qu'on obtient. Ceci étant dit, passons aux notions de suite. Nous, on utilisera ça, oui, c'est ça que je voulais vous dire. On utilisera ces notions de souche pure et de race pure pour aussi simplifier les problèmes en se disant que voilà, il n'y a qu'une chose qui change entre nos différentes lignées qui nous intéressent, parce que sinon, le problème devient un peu complexe. Donc, on essaye de vous faire des problèmes qui sont relativement simples pour aborder les bases de la génétique. Okay. Alors, le milieu de base dans lequel on va faire croître nos bactéries ou nos levures, c'est le milieu qu'on appelle M0. J'ai mis un petit zéro, on met toujours un petit zéro. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce milieu M0, il est constitué d'une source de carbone qui va servir par catabolisme, donc par dégradation, à permettre la synthèse d'ATP. Okay, donc c'est un sucre, généralement. Le glucose, c'est le sucre de référence, donc c'est celui qu'on va trouver dans notre milieu de base. Pourquoi c'est le sucre de référence? Parce que tous les êtres vivants peuvent utiliser du glucose. On peut remplacer le glucose par un autre sucre, par du galactose, par exemple, par du maltose, par du lactose, voilà. Bon. On aura en plus de cette source de carbone, une source d'azote, NH4+, par exemple, et puis des oligoéléments, des éléments rares pour la vie d'un organisme vivant, qu'on obtiendra généralement à partir d'un lyophilisat de levure ou de bactéries. C'est-à-dire qu'on les dessèche, on réduit en fragments et on utilise ça. Comment on note les milieux? Quelle est la nomenclature pour les milieux? M0, entre parenthèses, gal, ça veut dire que c'est du milieu M0 sans glucose, mais avec du galactose. C'est donc différent du M0 plus gal, pour lequel on a pris du M0, qui contient donc du glucose, et on a ajouté du galactose. En général, on met un petit zéro, mais si vous voulez mettre un grand zéro, c'est pas grave, ça fera pleurer personne. Donc, ce que vous observez ici, c'est bien de faire attention. Je vous le mets très rarement ce symbole, mais quand je vous le mets, c'est qu'il faut faire attention. M0 gal, ce n'est pas M0 plus gal. M0 gal, il n'y a pas de glucose. M0 plus gal, on a du glucose et du galactose. Ok, ça va pour tout le monde? Alors, j'ai mis un coup galactose avec une majuscule, un coup avec une minuscule, il n'y a pas de règle. Maintenant, quand on ensemence des bactéries ou des levures dans un milieu liquide, je finis cette diapo, je réponds à votre question après. On va les ensemencer en milieu liquide dans un Erlenmeyer. Vous avez tous vu à quoi ça ressemblait, un Erlenmeyer, j'imagine. On va avoir une croissance exponentielle, c'est-à-dire que si j'utilise un axe pour représenter le nombre de bactéries en fonction du temps et que j'utilise ici une échelle logarithmique, du coup semi-logarithmique en tout, on va avoir quelque chose qui est linéaire, puisqu'on va passer de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Vous voyez qu'à chaque division, on double le nombre de cellules. Ça nous donne quelque chose comme ça. Et puis, on va obtenir une phase stationnaire qui va correspondre à un plateau dans le nombre de cellules. Et ensuite, une phase de décroissance avec de la mort cellulaire, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Okay, donc, on a une phase de latence, en anglais lag, phase de latence, phase de croissance exponentielle, phase stationnaire et une phase avec de la décroissance du nombre de cellules. Comment je quantifie les cellules? Tout simplement par la densité optique, par l'absorbance du milieu. Le milieu se trouble au fur et à mesure, plus il y a de cellules, plus il se trouble. Et on a une formule très simple qu'on peut utiliser, que vous avez dû faire ce genre de travail déjà, ou sinon vous le ferez au cours de votre cursus de licence. Alors je vous écoute, quelle était votre question? J'ai pas compris pour le méthode d'origine avec le galactose. J'ai pas compris la différence entre les deux. Entre les deux nomenclatures? Oui.
Quand je mets entre parenthèses, ça veut dire que je remplace le glucose par autre chose. Quand je mets donc la plus, portion du glucose. voilà, quand je mets plus, ça veut dire que j'additionne, je rajoute. Donc j'ai du M0 avec du glucose et je rajoute un peu de galactose dedans. Alors que le premier, M0, entre parenthèses, gal, j'ai remplacé le glucose par du galactose. Merci. Ok, je vous en prie. Vous allez voir, vous comprendrez mieux la logique, on le reverra au cours des prochains, enfin dans les prochains cours, hein, vous inquiétez pas. Ok, donc. On peut faire donc proliférer nos levures ou nos bactéries en milieu liquide, mais on peut aussi le faire en milieu solide. Dans ce cas-là, on va faire ça sur des boîtes de pétri. On met une majuscule à pétri parce que c'est le nom d'un homme. Dans lequel on a mis de l'agar. Vous connaissez tous l'agar. Vous avez de l'agar-agar en cuisine peut-être. Hein, c'est une molécule tirée d'une algue qui va être capable de gélifier, dans laquelle on va mettre la même chose que ce qu'on a mis dans le milieu liquide. Mais juste, ça va former une gélose. Quelque chose, un gel. Et là, on va attendre que les bactéries ou les levures forment des colonies. Une colonie, c'est quoi? C'est un clone de environ 10 puissance 8 cellules. Okay, donc 100 millions de cellules, avant que ça devienne vraiment visible. 100 millions de cellules qui sont toutes issues d'une seule cellule. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un clone. Donc tous ces 100 millions de cellules, normalement, elles sont identiques aux erreurs près de l'ADN polymérase, mais sinon elles sont toutes identiques. Donc ça, ce sont les deux façons de faire la culture. Et comment je vais pouvoir quantifier le nombre de bactéries ou de levures que j'ai dans une culture liquide? Eh bien, généralement, ce que je vais faire, c'est des dilutions en série. Donc là, vous voyez, je prends 0,5 ml que je mets dans 4,5 ml. Donc 0,5 dans 5 finales, ça me fait donc une dilution au dixième, 10-1, 1 sur 10. Je fais à partir de là, je prends 500 microlitres que je mets dans 4,5 millilitres, etc. Je le fais en cascade comme ça, et du coup, j'ai une dilution au dixième, au centième, au millième, au 10 millième, au 100 millième, au millionième, au 10 millionième. 100 millions à partir d'une cellule. Oui, c'est ça, 100 millions à partir d'une seule cellule. Ben, ça va en 20-30 minutes. En 30 minutes, vous êtes passé de 1 à 2. Au bout d'une heure, vous avez 4. Au bout d'une heure et demie, vous avez 8. Au bout de 2 heures, vous avez 16. Au bout de 4 heures, vous avez 64. Enfin, au bout de 3 heures, vous avez 64, etc. Donc, ça augmente en nombre. Le nombre de colonies ne baisse pas. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous dites ça baisse. Voilà, là, ce que je fais, c'est que je dilue. Donc, j'ai de moins en moins de cellules dans mes dilutions. Et je vais attendre d'avoir je vais prendre 100 microlitres, donc 0,1 millilitre dans chacun des tubes et étaler chaque 100 microlitres sur une boîte de pétri différente. Et je vais voir quand j'arrive à détecter un certain nombre de colonies. Donc vous voyez que là, les premières boîtes, j'ai un tapis, c'est couvert de bactéries, parce qu'il y en avait tellement au départ qu'elles ont toutes proliféré, ça a couvert complètement la surface. Donc je ne peux pas savoir combien j'en ai. Mais au bout d'un moment, je vais avoir des colonies qui vont être séparées les unes des autres. Donc vous voyez qu'ici, dans la dilution au millionième ou au 10 millionième, j'arrive à avoir des colonies distinctes. Et donc là, j'ai 10 colonies, ici 100 colonies quand j'ai dilué 10 fois moins, donc c'est logique, j'ai un rapport de 10. Là, c'est un peu triché, c'est exactement ça. Mais bon, c'est à peu près, ça, normalement, c'est à peu près un facteur de 10, à l'erreur technique près. Et donc, ça veut dire que j'ai combien de bactéries dans ma solution d'origine? J'ai combien de bactéries par millilitre? C'est simple pour calculer ça. Je sais que j'ai 10 colonies dans 0,1 millilitre. C'est-à-dire que dans 1 millilitre, dans ce tube, j'avais 10 fois 10. J'en avais 10 fois plus dans 1 millilitre que dans 0,1 millilitre. Donc j'en avais 100. 100 dans une dilution de 10 puissance 7. Ok? Donc ça me fait quoi comme calcul? Ça me fait 10 puissance 7 fois 10 colonies fois divisé par 1 dixième, donc fois 10. Donc 10 puissance 9 cellules par millilitre. Ici, j'avais donc 1 milliard de cellules par millilitre. Okay. C'est ce qu'on obtient sur une culture sur la nuit. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette expérience? C'est de pouvoir quantifier le nombre de cellules qu'on a au départ. Pour faire une colonie, au départ, il en faut 1. Et quand elle va se multiplier, elle va en faire 10 puissance 8. 10 puissance 8 fois 1
avant qu'on voit cette colonie-là, là, une colonie ici, un point, ça correspond à 100 millions de cellules, 10 puissance 8 cellules. Et là, il y en avait 10 puissance 9 donc dans ma solution de départ. Alors, vous me demandez à quoi ça sert, on va le réutiliser après. Oui, je peux vous réexpliquer le calcul. Oui, ça fait beaucoup, ça va vite les bactéries. C'est pour ça que si vous avez une bactérie dans votre intestin qui est résistante à un antibiotique et que vous arrêtez votre traitement, votre traitement antibiotique un peu trop tôt et qu'il en reste une ou deux, eh ben, c'est une ou deux qui sont résistantes que vous n'avez pas tuées, elles vont se mettre à proliférer et vous allez être malade. On pourra en parler de ça éventuellement si vous avez des questions un jour là-dessus. Alors, donc ici j'ai une dilution de 10 puissance 7. Okay, donc 10 moins 7, c'est 1 sur 10, 7. Là, je n'en prends que 1/10 de millilitre. Et j'ai 10 colonies. Donc, ça veut dire que dans 1 millilitre, j'avais 10 colonies fois divisé par 1/10. Ça fait donc 10 fois 10, 100. Et dans la solution de base, excusez-moi, je montre avec mon doigt, mais ça ne sert à rien. Dans la solution de base, j'avais 10 puissance 7 fois plus de cellules que ce que j'ai dans ce tube-là, puisque j'ai fait une dilution à 1 sur 17. Donc ça fait la dilution fois le nombre de colonies fois la fraction de millilitres que j'ai utilisée. Donc 10 puissance 7 fois 10 fois 10, soit 10 puissance 9 cellules par millilitre. Au début, on a, voilà, ça. Au début, ici, j'ai 10 puissance 9 cellules. Et grâce à ces différentes dilutions et au fait que je mette ça sur boîte de pétri, je peux quantifier exactement ces 10 puissance 9. Et je le repère ici. On peut retrouver ici avec la même chose, hein, 100 colonies dans 0,1 millilitre. Donc, dans cet avant-dernier tube, j'avais donc 1000 cellules dans ce tube qui est au 1 millionième de la solution de départ. Donc, je vais avoir 1000 fois 1 million. Donc, on retrouve notre milliard de cellules par millilitre. Si on prélève 0,2, au lieu de multiplier par 10 ici, on multipliera par 5. Si vous voulez le multiplier par 10 ici, c'est divisé par 1/10. Si au lieu d'être dans la dilution à 10 moins 7, on avait trouvé ce résultat dans la dilution à 10 moins 4, ben ici, on aurait mis 10 puissance 4. Si au lieu d'avoir 10 colonies ici, j'en avais 8, ici, j'aurais mis 8. Okay, donc c'est facteur de dilution fois nombre de colonies observées fois l'inverse du volume déposé en millilitres. Okay. Comment j'induis des mutants? Pour induire des mutants, c'est relativement simple. On peut utiliser des agents mutagènes, donc des agents qui vont créer des mutations. Des agents chimiques. Les agents chimiques, vous ne les connaissez probablement pas. On a l'EMS ou le MMS, donc pour éthyl ou méthylsulfonate. Ça va aller faire des mutations dans votre génome, enfin dans le génome. Les premiers scientifiques qui ont fait ça ne faisaient pas très attention, parce qu'ils ont bien vu que ça marchait sur les bactéries et les levures, mais ils ne faisaient pas très attention pour eux. Puis on a eu quelques cancers carabinés chez ces scientifiques 10 ou 20 ans après les expériences, et ils sont morts. Donc voilà, c'est des cochonneries. Des agents physiques. On préfère utiliser ces agents physiques, c'est plus facile à... Oui, MMS, c'est méthylsulfonate, exactement. Les agents physiques, on préfère parce qu'on sait mieux les contrôler. Donc des rayonnements UV, donc les UV vont faire des dimères de thymine, notamment, et le système de réparation va induire des mutations. Donc ils vont fusionner les thymines les unes avec les autres. S'il y a deux thymines l'une à côté de l'autre, elles vont fusionner, et le système de réplication de l'ADN ne va pas être capable de reconnaître. Et on va avoir un système qui va venir couper, effacer un bout de l'information génétique et essayer de réparer plus ou moins proprement. Donc ça va induire de la formation de mutation. Les rayons X et les rayons gamma, ils vont induire des cassures dans l'ADN, éventuellement des cassures double brin. Donc là aussi, les systèmes de réparation vont potentiellement induire des dégâts. Voilà. Donc tout ça, ça crée des mutations. Alors les rayonnements UV, plutôt des mutations dites ponctuelles, et les rayonnements X ou gamma, plutôt des délétions ou des insertions. On peut utiliser aussi des agents biologiques comme des éléments transposables qui ressemblent un peu à des virus comme le virus de la grippe, pas de la grippe, pardon, du sida,
enfin voilà, des virus qui vont aller s'insérer dans le génome, sauf que là, c'est pas des virus, ça ne produit pas des particules virales qui sont capables d'aller infecter les autres cellules. Ce sont des éléments transposables, des fragments d'ADN qui sont capables de se répliquer et de s'insérer dans le génome et de sauter éventuellement, c'est-à-dire de se déplacer dans le génome, créant par là même des mutations. Donc tout ça, ça crée des insertions, des délétions et des mutations ponctuelles. Donc des changements de la séquence par modification chimique de l'ADN. Et puis, on va avoir donc différents types de mutations en fonction des conséquences de la mutation, des substitutions. Donc on change l'acide aminé. Alors ces substitutions, on change une base, pardon. Donc elle peut être silencieuse, ça ne change pas la séquence codante. Okay. Vous savez que dans le code génétique, vous avez 64 possibilités, 64 codons différents, 3 qui sont des codons stop, et puis 61 qui codent un des 20 acides aminés, pour la liaison dangereuse, un des 20 acides aminés qu'on retrouve dans les protéines. Donc entre 20 et 61, on a évidemment en moyenne 3 codons par acide aminé, donc on a une redondance du code. Donc un changement de la séquence d'ADN n'aboutit pas forcément à un changement d'une séquence protéique. On peut avoir aussi des changements dans les introns, dans les séquences non transcrites ou dans des sites d'épissage. On peut aussi avoir des mutations synonymes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas la séquence codante, et même si elles touchent un exon. Okay, donc, elles sont équivalentes. Des mutations faux sens, c'est-à-dire on change un acide aminé, cette fois-ci par un autre. Et là, on va séparer les transitions et les transversions. Les transitions, c'est quand on change une base purique par une autre ou une base pyrimidique par une autre. Et une transversion, c'est quand on change une purique par une pyrimidique ou une pyrimidique par une purique. Et puis, on a donc ces mutations non-sens qui vont, elles, créer un codon stop, là où on avait normalement un codon qui était codant. On peut avoir des mutations des sites d'épissage et on peut avoir, et qui vont affecter l'épissage. Et on peut avoir des insertions et délétions qu'on regroupe sous le terme d'indel. C'est donc la fusion entre insertion et délétion. Toujours est-il, donc ça vous allez le revoir en BI440, je pense. Toujours est-il, on va s'intéresser, nous, aux mutants, sans trop s'intéresser à ce qui se passe au niveau moléculaire, vous l'aurez compris avec le cours de lundi. Alors, question de Léa Kennison, je ne sais pas comment on prononce votre nom, excusez-moi. Les changements de séquence se font, j'imagine, que par des agents chimiques. Non, parce que quand les agents physiques ou biologiques vont intervenir, il va y avoir, soit si c'est un élément transposable qui s'insère, forcément il modifie la séquence là où il est, et même quand il sort, il peut arracher accidentellement des fragments d'ADN autour de son site d'insertion. Donc il peut créer des délétions. Et les agents physiques, ils vont créer des mutations parce que les systèmes de réparation ne sont pas complètement fidèles. Ils vont introduire des erreurs. Donc, quel que soit l'agent mutagène, on affecte la séquence de base à TGC. Alors, revenons à notre histoire de mutation. Je vais introduire des mutations. Là. Alors, comment je vais faire? Je vais m'intéresser à des bactéries résistantes à un antibiotique, la streptomycine. On pourrait le faire sur des levures aussi, mais bon, là, la streptomycine, ça marcherait moins bien. Donc, j'ai ce que je vous ai montré tout à l'heure, mes dilutions en cascade qui me permettent de dire combien il y a de cellules dans ma solution de base. Donc là, on est sur la même chose que tout à l'heure. J'ai repris la même image, donc on a 1 milliard de cellules par millilitre. Si je prends les bactéries qui sont sur ces boîtes de Petri et que je les place sur d'autres boîtes de Petri, ou si je reprends 100 ml dans chacun des tubes et dans l'Erlen Meyer de départ, et que je dépose ces 100 microlitres sur une boîte qui contient de la streptomycine, je vais voir uniquement les cellules qui sont résistantes à la streptomycine. Je vais faire ce qu'on appelle un crible positif. Et vous voyez que là, il n'y a que dans la solution d'origine où j'ai 4 colonies qui sont capables de se former. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 cellules sur les 100 millions de cellules que j'ai pris, parce que là, j'ai déposé 100 millilitres, 100 microlitres, donc 0,1 millilitre
une solution à 10 puissance 9 cellules, donc j'ai déposé 10 puissance 8 cellules, et j'en ai que 4 qui sont capables de former une colonie. Toutes les autres, elles sont mortes à cause de la streptomycine. Donc ça veut dire que la fréquence de bactéries qui sont résistantes à la streptomycine, c'est un phénotype, donc je le mets entre crochets, c'est 4 fois 10 puissance moins 8. C'est la fréquence de ces bactéries. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est la fréquence de ces mutants spontanés. Ils existaient déjà dans la solution au départ, par la variabilité de mes bactéries. Maintenant, si j'irradie avec des UV, oui, la streptomycine, c'est un antibiotique, tout à fait. Si j'irradie avec des UV, je vais créer plein de mutations dans le génome de ces bactéries. Et qu'est-ce que j'observe? Alors, j'observe déjà que j'ai 10 colonies non plus avec la dilution 10-7, mais avec la dilution 10-5. Ça veut dire que j'ai tué 99% des bactéries qui étaient dans ma solution. L'irradiation a tué 99% des bactéries. Mais le pourcentage de bactéries qui ont survécu, elles ont accumulé plein de mutations. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette fois-ci, pour ma solution de départ, j'ai plus 4 colonies, mais j'en ai 100. Donc j'ai multiplié par 25 le nombre de colonies mutées que je peux récupérer. C'est génial. Donc je vais multiplier par 25, mais le taux de mutants, puisque j'ai tué 99% des bactéries, il est passé à 10-4. Comment je calcule ce 10-4? Tout simplement, ici j'ai mis... j'avais 10 puissance 9, je suis passé à 10 puissance 7, j'ai déposé 100 microlitres, donc j'ai déposé 10 puissance 6, et j'ai 100 colonies qui sont capables de se former, donc j'ai une bactérie sur 10 puissance 4, une sur 10 000, qui est devenue résistante à la streptomycine. Donc on est passé de... Je vais revenir, ouais. On est passé de 4... 10-8 comme fréquence à une fréquence de 10-4. Donc on a largement, multiplié quasiment par 10 000 la fréquence de bactéries devenues résistantes à la streptomycine. Voilà. Et j'ai tué 99% de mes bactéries, mais je m'en moque, puisque moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer des mutants. Okay? Ça va me permettre après d'étudier les mécanismes de résistance de la bactérie à cet antibiotique. Donc je reviens, hop, on m'a demandé de revenir là-dessus. Je reviens sur le calcul. Vous voulez voir quel calcul? La fréquence des mutants spontanés. OK. Elle est relativement simple. Vous voyez ici, vous avez 4 colonies. Vous aviez ici 10 puissance 9 cellules par millilitre. Vous avez déposé 0,1 millilitre, donc vous avez déposé 1/10 de 10 puissance 9, donc 10 puissance 8. 10 puissance 8 cellules, donc 100 millions de cellules, et vous en avez 4 qui sont capables de former une colonie. Donc la fréquence, c'est 4 sur 18. 4 cellules pour 10 puissance 8. J'ai d'ailleurs un petit bug dans mon calcul, là, excusez-moi. Et là, par contre, celui-là est bon, on est bien à 10-4. Alors, on fait les UV avant de mettre la streptomycine parce que sinon, on va tuer les bactéries. Tout à fait. On crée de la diversité et après, on applique la sélection. On retrouve ce qu'a suggéré Darwin dans son étude. On fait une sélection. Okay? On a de la diversité et on sélectionne les individus les plus aptes à survivre. On va revoir les expériences qui permettent de démontrer la préexistence des mutants à la fin de cette partie-là, qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Donc là, ce que j'ai criblé, c'est un gain de fonction phénotypique. Alors, une colonie donne une colonie. Une bactérie donne une colonie. Ok, ça va, Massina? Si vous m'avez demandé, une colonie donne combien de colonies au cours du temps? Là, ok. Ici, j'ai pris 100 millions de cellules, je les mets sur la boîte de pétri, elles forment un tapis. C'est-à-dire que les colonies, elles se touchent toutes les unes les autres, donc je n'arrive pas à les quantifier. Ici, j'ai mis
au lieu de mettre 100 000, j'en ai mis 10 000 fois moins. Donc, non, je dis une bêtise. Au lieu de mettre 100 millions, j'en mets 10 000 fois moins. Ça fait donc, j'en ai mis 10 000. Non, je dis une bêtise, j'en ai mis 100. Pardon. J'ai mis 100 cellules qui forment 100 colonies. Okay. Là, sur les 100 millions que j'ai mis, alors, j'ai pas mis 100 millions. Excusez-moi, je suis en train de me mélanger entre les deux diaporamas. Je vais revenir aux choses de base. Ici, j'ai mis 100 colonies. Donc là j'ai 100 colonies. Là, j'aurais 1000 colonies si j'arrivais à les distinguer. Et là, j'aurais 10 000. Donc, j'ai mis 10 000 cellules. Non, c'est parce que ça, je suis venu d'ici. Je suis en train de me mélanger dans mes trucs. Excusez-moi. Je reviens à ce truc-là. Une colonie... Nanana. Je ne sais pas si c'est très clair votre question. Enfin, je ne suis pas sûr de comprendre toute votre question, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai 10 cellules que j'ai déposées. Là, 100, là, 1000, là, 10 000, mais ça vient de celui-là. Là, il y en a 100 000, et là, il y en a 1 million normalement que j'ai déposé. Ok. J'aurais dû en avoir 100 millions, mais j'ai tué 99 millions de cellules avec mes UV. Et donc, sur le million, j'en ai que 100 qui vont être capables de survivre et de former une colonie. Chaque cellule qui est capable de proliférer, elle va former une colonie. Est-ce que c'est plus clair, Massina, ou est-ce que c'est moins clair? Oui, merci. Est-ce qu'on peut revoir ça la prochaine fois? Bon, on en reparlera, oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous laisse revoir à froid, et puis de toute façon, on va revoir ce genre d'expérience. Donc, ici, je vais chercher maintenant des levures résistantes à la canavanine. C'est un analogue de l'arginine. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner des individus qui deviennent résistants à la canavanine. Ça s'appelle un gain de fonction phénotypique parce qu'elles sont capables de faire quelque chose que les cellules de départ n'étaient pas capables de faire. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai ma boîte de pétri, j'ensemence un clone. Donc, c'est-à-dire, je vais aller prélever une petite colonie sur une boîte de pétri et je vais la mettre dans un Erlenmeyer qui contient du milieu liquide M0. J'ajoute un agent mutagène, donc ça peut être encore une fois un agent physique, chimique, biologique, et j'étale sur milieu M0 plus canamycine. Tout ce que je vais récupérer, ce sont des mutants qui sont devenus résistants à la canavanine. On est d'accord? Donc ça veut dire que ce que je récupère a acquis une nouvelle fonction. C'est capable de croître, de former une colonie dans ce milieu-là, alors que la souche de départ ne l'est pas. On vérifiera ensuite la résistance à cette canavanine en milieu liquide pour vérifier qu'on n'a pas c'est pas un problème expérimental. On fait toujours ça. Parce que les colonies autour pourraient épuiser le milieu et entraîner la dégradation de la canavanine, ça arrive. Donc le mutant, il a une propriété que le sauvage n'a pas, il a survécu à l'agent mutagène. Ça s'appelle un crible positif, parce que le mutant que je récupère, c'est celui qui m'intéresse. Okay, le crible, il se fait en une étape. C'est un gain de fonction, et on dit phénotypique parce que vous verrez plus tard, on verra les gains de fonction géniques. J'ai produit plus le produit du gène. Et un gain de fonction génique n'est pas forcément associé à un gain de fonction phénotypique. Ça peut être associé à une perte de fonction phénotypique. Et inversement, une perte de fonction génique peut être associée à un gain de fonction phénotypique ou à une perte de fonction phénotypique. On aura l'occasion de le revoir. Ok, maintenant, si je m'intéresse à une perte de fonction phénotypique, là, on va parler de crible négatif, parce que ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est plus capable de croître dans ce cas-là. Donc, par exemple, je vais essayer de récupérer des levures qui sont incapables de former des colonies en absence d'histidine, qui sont incapables de proliférer ou de survivre en absence d'histidine. Donc, comment trouver ces mutants histidine-moins? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle une réplique. Ce que j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, je vais partir d'un milieu M0 qui contient de l'histidine, de manière à ce que les mutants qui ne sont pas capables de croître et de former des colonies ou de survivre quand il n'y a pas d'histidine soient capables de survivre. Je vais appliquer un agent mutagène, je vais faire mes dilutions, et à partir
d'une dilution adéquate, je vais étaler 100 microlitres de la dilution sur différentes boîtes de pétri. Okay. Et ça va me donner un certain nombre de colonies qui correspondent à des cellules qui sont capables de à des cellules qui sont capables de croître, qu'il y ait ou non de l'histidine. Enfin, en tout cas, elles sont capables quand il y a de l'histidine dans le milieu. On ne sait pas si elles sont capables de croître quand il n'y a pas d'histidine. Et on va faire une réplique grâce à du tissu de velours, tout simplement. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble après. On va faire une réplique de ces boîtes sur d'autres boîtes. Ma souris perdue, voilà. Donc je vais prendre une réplique de cette boîte pour faire celle-ci, une réplique de celle-là pour faire celle-là, une réplique de celle-là pour faire celle-là, etc. Et sur ces répliques, je n'aurai pas d'histidine. Donc cette fois-ci, les cellules qui ne sont pas capables de former une réplique, c'est, je vais vous montrer après. Les cellules qui ne sont pas capables de croître en absence d'histidine dans le milieu, elles ne seront pas capables de former une colonie. Donc en regardant la différence entre ces deux boîtes, je pourrais revenir sur les premières boîtes et dire, ah tiens, cette colonie-là, elle est présente ici, mais elle n'est pas présente sur cette boîte, donc ça correspond à une colonie formée par une cellule qui est incapable de croître en absence d'histidine. Donc voilà à quoi ça ressemble faire une réplique. Vous avez cet objet en métal en général, vous mettez du tissu de velours, du velours, vous avez votre boîte de pétri avec toutes vos colonies, vous l'appuyez dessus, et il y a quelques cellules qui vont être de chaque colonie qui vont se retrouver accrochées sur le velours. Vous allez mettre une autre boîte avec un autre milieu. Donc, ma boîte de départ ici, elle était M0 plus histidine. Ma boîte ici, elle est M0 tout court. Et vous allez l'appuyer sur le velours. Et du coup, les cellules qui ont été transférées de cette boîte sur le velours, elles vont être transférées du velours sur la nouvelle boîte. Et donc, vous allez avoir le même emplacement pour les différentes colonies. Okay, c'est ce qu'on voit ici. Donc, si je regarde là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonies qui se sont formées sur mon milieu M0 plus histidine. Et si je regarde sur mon milieu M0, j'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5 colonies. Et celles qui sont entourées là, qui sont les ronds vides, ça correspond à là où je n'ai pas de colonies, où j'aurais dû en observer. Donc si je n'ai pas ces colonies, c'est parce que les cellules qui sont dans ces colonies, elles sont incapables de former une colonie quand il n'y a pas d'histidine dans le milieu. Alors, comment on forme les boîtes du haut, les volumes à prélever? Comment je définis quel volume je dois déposer, c'est ça? En faisant le titre justement avant, en sachant combien j'ai de cellules. Le but du jeu, c'est de pouvoir distinguer les colonies. Donc il faut que ce soit moins de 250 colonies par boîte. Il faut que je mette moins de 250 cellules sur chaque boîte, sinon je serais incapable de distinguer le nombre de colonies, ça me fera un tapis. Donc vous avez imaginé, c'est un petit peu fastidieux cette approche-là. Parce que si votre fréquence de mutants, c'est 10 puissance moins 8, c'est-à-dire que vous avez un mutant pour 100 millions de colonies, ça vous en fait des boîtes à 250 cellules, 250 colonies par boîte. Par contre, si avec votre mutagénèse, vous descendez de un mutant sur 100 millions de cellules à un mutant sur 10 000 cellules, 10 000 cellules, à 4 boîtes, vous faites 1000 cellules, donc ça veut dire que vous faites 40 boîtes. 40 boîtes, c'est faisable. Ça devrait être inférieur, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il y a un supérieur, mais ça devrait être inférieur. Décidément, il y a plein de bugs dans ce diaporama. Hein, c'est inférieur à 250 colonies par boîte. Je modifierai le diaporama. Ok. Donc, pour revenir à cette notion de crible négatif, et ça va être la fin du cours, le crible négatif, c'est quand on est intéressé par des cellules qui ont perdu une compétence, qui ne sont pas capables de former une colonie dans les conditions qui nous intéressent. Et le calcul important, c'est ça. Si j'ai 10 puissance moins 4 en taux de mutant induit, pour être sûr de trouver un mutant, il me faut à peu près 50 000 cellules, c'est-à-dire 400 boîtes avec 250 cellules par boîte. Donc c'est cher, c'est long. Voilà, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la loi de Poisson, mais si ça ne vous dit rien, vous le verrez en stats l'année prochaine. Mais vous avez dû voir ça quand vous étiez petit au lycée aussi.
Donc l'intérêt d'enrichir les mutants, c'est ça. Parce que si on a une fréquence qui est de 10-8, évidemment, c'est 10 000 fois plus de boîtes qu'il faut faire, soit 40 millions de boîtes. Je dis 40 millions, non, 40 000 boîtes, pardon. 10 000 fois plus, non, c'est à 40 millions de boîtes. Donc 40 millions de boîtes, c'est pas hyper faisable quand même pour un crible négatif. Donc quand on va faire un crible négatif, on va systématiquement chercher à faire un enrichissement en mutant. Et on a cette notion d'enrichissement qu'on verra la semaine prochaine, lundi. Voilà. Je peux vous réexpliquer la réplique, il n'y a pas de souci. Donc la réplique, vous avez votre première boîte où vous faites qui est un milieu riche qui permet à toutes vos bactéries ou toutes vos levures de former des colonies. Vous prenez cette boîte et vous l'appliquez sur un tissu de velours et sur un support pour bien épouser la forme de la boîte. Des cellules qui sont au niveau de chaque colonie, les cellules de chaque colonie vont être transférées sur le velours par simple contact. Et ensuite, vous allez prendre une autre boîte que vous allez appliquer sur le velours. Et du coup, vous aurez une empreinte d'où se situaient les colonies avant. Et quand vous allez laisser votre boîte une journée ou deux à température adéquate, ces cellules que vous allez transférer, elles vont former des nouvelles colonies aux mêmes emplacements que les colonies sur l'ancienne boîte. Et en comparant la première boîte et la deuxième boîte, vous pourrez voir là où les cellules ont été incapables de former des colonies sur le deuxième milieu. Okay, donc on fait la différence entre celles qui sont... Je vais l'écrire, ce sera plus simple. Ok. Sur le premier milieu, j'ai des cellules qui sont histidine plus et histidine moins. Donc, toutes les cellules sont capables de former des colonies. Et sur la deuxième, je n'ai que les histidines plus qui sont capables de former une colonie. Okay, parce que celles qui sont histidines moins, elles ont besoin d'avoir de l'histidine dans le milieu pour être capables de former une colonie. Donc toutes celles qui sont ici en blanc, elles n'ont pas été capables de reformer une colonie. Donc ça veut dire que je peux repartir de ces cellules-là et être tranquille, elles devraient être histidines moins. En fait, ici j'ai les histidines plus et les histidines moins. Là, j'ai que les histidines plus. Donc par soustraction, j'identifie les histidines moins. Un mutant, le taux de mutants induits, c'est le taux de mutants qui ont été générés par la mutagénèse. Alors la question de Léa, je ne comprends pas bien, parce que pourquoi on se fausse manip, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est une fausse manip de votre part, peut-être. Ok. Iman, je vous écoute. En fait, ce que je voulais savoir, c'était pour ce premier TD, est-ce qu'on va avoir un CC ou c'est simplement une sorte d'exemple? C'est un exemple. D'accord. C'est pas un CC. Et c'est pas noté? Ça n'est pas noté. Et donc les seuls petits CC qui vont former une moyenne et qui sont notés, ce sera pendant les CM, aux dates que vous avez données. Exactement, au début des CM. Mais pendant tous les CM, je ferai des petits sondages qui, eux, ne seront pas notés. D'accord, très bien. Mais sinon, en TD, à ce moment-là, on n'a pas de CC. Juste pour être sûr. Non, vous n'aurez pas de CC en TD. Ok, merci. Je vous en prie. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On n'avance pas beaucoup pour ces 2 premiers cours parce qu'il y a toutes ces questions de contrôle, etc. Et puis, oui, je vous écoute. Je voulais savoir si la suite des cours va ressembler à celui-ci. C'est une bonne question. Là, on est encore en train de poser les bases. Hein. On va avoir des choses un petit peu plus, j'allais dire intéressantes. J'espère que ça vous intéresse quand même. Là, on est encore en train d'expliquer un peu des trucs de méthodologie. Et après, on va faire de la vraie génétique. On va vraiment se poser des questions de génétique. Ok, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas très bien suivi. Enfin, j'ai pas très bien compris aussi. Donc, Vous n'avez pas très bien compris? Oui, mais je vais revoir toute seule, ça ira. Ok, vous voyez, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser à la fin du prochain cours. Et vous pouvez sinon en poser les questions à votre enseignant de TD, qui saura répondre, il n'y a pas de souci. Et
voilà. Et sinon, s'il y a besoin il y en a plein qui sont en difficulté, qui vous voulez qu'on rediscute, on peut refaire une session qui est en dehors des créneaux de cours, c'est pas un souci.